Le 14 mai 2020, Karen et sa fille Emily entament la descente de l'Everest. Arrivés à la moitié du chemin, une plaque de glace cède sous leurs pieds, provoquant une panique fatale. En voulant se rejoindre, mère et fille basculent ensemble dans le vide, emportés par la montagne. L'histoire commence plusieurs années plus tôt, dans un climat bien différent, loin des glaces de l'Himalaya et de la vallée du Khumbu. En 2014, la vie de Karen bascule lorsque son mari, Thomas, est tué dans un accident de voiture. Un soir d'octobre, sur une route humide du Colorado, un camion perd le contrôle et percute leur véhicule. Karen survit, Emily aussi. Mais quelque chose en elle se brise irrémédiablement. Pendant des mois, elle cherche un sens, une explication, quelque chose qui pourrait justifier soudainement ce vide brutal. Elle se tourne vers la thérapie, vers les groupes de soutien, vers le travail, mais rien n'apaise cette douleur sourde qui l'habite en permanence. Jusqu'au jour où elle met les pieds dans les montagnes. Le mont Elbert d'abord, comme une découverte, puis la Concagua comme un test. À chaque sommet, quelque chose semble se réactiver en elle. Une impression de retrouver momentanément le contrôle, de surpasser ce qui l'écrase au quotidien. Elle commence alors à associer la hauteur à la guérison, comme si chaque mètre gagné en altitude la rapprochait d'un apaisement durable. Mais les montagnes faciles ne lui suffisent plus. Elle commence à lire les histoires d'alpinistes, les exploits, les drames, et un nom s'impose peu à peu dans son esprit. Everest, le toit du monde, le symbole ultime, le sommet qui changerait tout. À partir de ce moment, l'idée ne la quitte plus. Et plus l'obsession grandit, plus elle se convainc qu'elle doit partager cette ascension avec sa fille. Emily, à 19 ans, étudiante en sciences de l'environnement, n'a jamais vraiment été passionnée par l'alpinisme technique. Elle a suivi sa mère sur quelques randonnées, quelques treks, mais rien de comparable avec ce qui l'attend. Pourtant, lorsqu'elle voit la détermination presque fiévreuse dans les yeux de Karen, lorsqu'elle comprend que cette ascension représente bien plus qu'un simple sommet, elle accepte. Non pas par envie, mais par loyauté, par amour, et peut-être aussi par peur de perdre sa mère autrement, de la voir sombrer si elle refuse de la suivre. Lorsque leur expédition obtient l'autorisation rare de tenter l'Everest en 2020, les guides comprennent rapidement qu'ils vont devoir gérer une dynamique inhabituelle, une mère animée d'une volonté presque inquiétante et une fille qui semble constamment lutter contre un malaise qu'elle ne verbalise jamais complètement. Dès l'arrivée au camp de base, à plus de 5300 mètres, Emily montre des signes qui inquiètent les Sherpas. Sommeil agité, perte d'appétit, respiration accélérée, maux de tête. Rien d'extrême, mais suffisamment pour alerter ceux qui connaissent la montagne mieux que personne. Karen, au contraire, rayonne. Elle parle à tout le monde, s'émerveille de tout, demande quand ils pourront monter au camp 1 puis au camp 2. Elle veut avancer vite. Trop vite. Les premiers jours d'acclimatation révèlent un contraste saisissant. Karen grimpe lentement mais avec détermination, parfois même avec une énergie que les guides qualifient de nerveuse. Emily, elle, souffre. Chaque montée vers l'Icefall est un effort colossal. Elle trébuche sur les échelles, vacille lors des passages délicats, s'arrête souvent pour reprendre son souffle. À camp 1, elle passe une nuit presque blanche, se plaignant de douleur derrière les yeux. Un guide insiste pour qu'elle redescende immédiatement. Karen refuse. Elle parle du rêve qu'elles réalisent ensemble, du symbole que représente cette ascension. Elle jure que sa fille va s'habituer. Mais le corps humain ne négocie pas avec l'altitude. À camp 2, les symptômes s'aggravent. Emily vomit le matin. Elle titube parfois en sortant de la tente. Son visage est gonflé. Elle confond les heures, les noms, les consignes. Les guides, qui ne plaisantent jamais avec les signes d'œdème cérébral, tirent la sonnette d'alarme. Elle doit descendre. Pas demain. Maintenant. Karen pleure, refuse, supplie. Elle raconte sa vie, la mort de son mari, l'importance de cette ascension. Elle promet qu'elle surveillera sa fille en permanence. Le chef Sherpa, hésitant, finit par accepter de les laisser tenter la montée jusqu'au camp 3, mais avec une surveillance constante. La montée vers camp 3 est un calvaire pour Emily. Elle avance au ralenti, fait des pauses toutes les 10 minutes, tremble constamment. Un Sherpa marche derrière elle, prêt à la retenir au moindre faux pas. Plusieurs fois, il lui demande son nom, la date, l'heure.
Ses réponses deviennent de plus en plus confuses. À l'approche du camp, elle manque de tomber en glissant sur une plaque de glace. Le Sherpa la rattrape par la veste. Karen panique mais continue de dire que ça va passer. À 6 heures du matin, ils atteignent le sommet. Émilie ne tient plus debout. Elle vacille. Ses genoux frappent la neige. Ses yeux sont vitreux. Les guides veulent redescendre immédiatement. Le temps est bon, mais la fenêtre est courte. Ils le disent, l'insistent, presque crient. On descend, maintenant. Les minutes passent. Trop, beaucoup trop. Enfin, elles acceptent de partir. Mais la montagne a changé. Le vent se lève. Des bourrasques frappent les masques à oxygène. La neige s'envole. Le chemin devient glissant. Les cordes vibrent. Et l'Everest, comme souvent, décide du moment. Lors de la traversée sous un surplomb glacé, un fragment de corniche se détache. Un bruit sec. Émilie sursaute, panique, recule, glisse. Son piolet racle la glace sans la mordre. Elle bascule dans le vide mais reste suspendue à sa longe. Elle hurle le nom de sa mère. Les guides crient de ne pas bouger, de rester ancrée, de ne surtout pas retirer sa sécurité. Mais Karen ne réfléchit plus. Elle détache sa longe. Elle essaie d'atteindre sa fille. Et en une seconde, le sort est scellé. La tension sur la corde change, la glace cède, les deux corps glissent ensemble. Les Sherpas n'ont pas le temps de réagir. Les deux silhouettes disparaissent dans la pente, avalées par un couloir de glace sans fond. Karen et Émilie ont disparu. Il n'y a plus que la pente glacée, les fissures dans la neige et la pente abrupte qui avalent tout ce qui ose s'aventurer dessus. Personne ne peut dire combien de temps elles ont glissé, combien de mètres ont été parcourus dans un silence absolu, brisé seulement par le crissement de la glace sous la gravité. L'expérience humaine ne peut pas comprendre la vitesse et la violence d'un corps projeté dans ce vide. Les Sherpas se tiennent immobiles, le souffle court, réalisant que cette fois, il n'y a aucune possibilité d'intervention. Trop raide, trop dangereux, trop haut. L'Everest ne pardonne pas. Lorsqu'enfin le calme revient, que le vent se retire légèrement, la montagne ne montre plus rien. Les corps ont disparu derrière un pli de glace englouti par l'altitude et la gravité. Les guides savent que l'opération de récupération est impossible. Les corps resteront là, sur la pente glacée, pour que la montagne raconte sa propre version de l'histoire. Dans les heures qui suivent, les guides commencent à raconter l'histoire à ceux qui le demandent. On parle de l'absence de préparation d'Émilie pour cette altitude extrême, de ses signes d'œdème cérébral ignorés ou sous-estimés, de la summit fever de Karen, cette obsession du sommet qui a effacé toute prudence. Tout cela, combiné, a créé une chaîne de fatalité. Une seule erreur, une seule décision malheureuse, et la montagne a rappelé sa loi implacable.